Hey, salut à tous, c'est Maniac Shonen et aujourd'hui on se retrouve pour un gros morceau. On va faire la review globale de la saison 21 comme j'avais fait l'année dernière pour la saison 20. Pour rappel, j'avais fait des reviews flash de chaque épisode de la saison au moment de leur sortie, donc on va en reparler et j'aurai même quelques mises à jour à faire à propos de certains. Donc ça me semble évident, mais je vous conseille vivement d'avoir vu la saison avant de regarder cette vidéo, sinon vous risquez de vous faire spoiler et de pas tout comprendre. Ah, et la VF n'étant pas encore sortie, je vais bien sûr parler uniquement de la VO. Et vu que la vidéo s'annonce longue, on va sans plus tarder commencer. Donc, la saison 21 a été diffusée comme d'habitude de septembre à décembre, en l'occurrence du 13 septembre au 6 décembre 2017, sur Comédie Centrale. Elle est composée de 10 épisodes, ce qui était déjà le cas depuis la saison 17, et elle est donc, vous vous en doutez, la 21ème saison de la série, faisant suite à la très controversée saison 20. La manière d'aborder cette review sera bien différente de celle de la saison précédente, puisque là où la saison 20 se composait d'une seule intrigue en 10 épisodes, avec évidemment plusieurs points de vue, dans cette saison 21, Parker et Stone sont revenus à un format plus classique avec des épisodes compréhensibles en tant que tels, même s'ils font quand même partie d'un tout. Et du coup, au lieu d'analyser intrigue par intrigue, je vais d'abord balancer ce que j'ai à dire sur chaque épisode, mais plus rapidement que dans les reviews que j'en avais fait. Épisode 1, White People Renovating Houses. Dans les saisons de South Park, les meilleurs épisodes sont rarement le season premiere ou le season final, et c'est aussi le cas ici. C'est pas un épisode horrible, c'est juste que vu ce qu'il y a après, il y a pas photo. Le problème de cet épisode pour moi c'est qu'il parle de beaucoup de sujets sans forcément les rendre cohérents entre eux. Le bordel à Charlottesville qui faisait rage à ce moment, les suprématistes blancs, les nouvelles technologies. C'était une bonne idée d'avoir mis les rednecks à la place d'Amazon Echo ou de Google Home, mais à part ça, tout le bordel avec les drapeaux confédérés est pas très bien géré. Et puis la solution au problème de Daryl c'est juste qu'il pouvait pas péter son mur. Ça me semble quand même un peu simple, et puis même si dans le contexte de South Park ça passe, surtout avec Randy qui ne fait rien d'autre que démolir le mur entre la cuisine et le salon, bah à ce niveau là je suis quand même resté sur ma faim. On nous remontre le couple Cartman et Heidi pour en arriver à une fin d'épisode vraiment joli, que ce soit avec les effets 3D bien gérés, la lumière ou les travelling, mais comme on le verra après, ça n'aura pas énormément de sens vu qu'ils sont de nouveau ensemble l'épisode suivant. Enfin, ça a pas servi à rien, ça a rappelé aux moins attentifs que le Heyman existait toujours et qu'il avait évolué sous une forme bien plus malsaine, que le Cartman de la saison 20 était bel et bien redevenu le connard qu'il a toujours été, et ça nous pose aussi devant les incohérences d'Eric qui vont se prolonger toute la saison entre blasé, insultant envers Heidi, puis faisant du chantage au suicide pour ne pas se faire abandonner. Et puis surtout, dès cet épisode est introduit brièvement un thème qui sera important pour les 10 épisodes à venir, le fait de se montrer comme victime, ici avec Cartman qui dit littéralement dans sa dernière scène que quiconque peut se convaincre d'être la victime dans une relation, ce qui nous prépare à la révélation d'Heidi dans l'épisode final. Bref, j'ai quand même bien aimé cet épisode, il est assez drôle avec notamment la scène de Cartman qui s'imagine se faire insulter par des mini Heidi, et puis il y a Randy quoi. Commencer par un épisode aussi politique était pas forcément la meilleure idée après le bordel qui était la saison précédente, et puis c'est surtout que le premier épisode d'une saison est jamais simple à faire, mais bon, dans cette saison c'est ni le meilleur épisode de Randy, ni le meilleur épisode tout court, donc on va passer au suivant. Épisode 2, Put It Down. Ah bah lui par contre c'est très probablement le meilleur, en tout cas c'est l'avis de beaucoup de gens, et également le mien, enfin j'en suis pas non plus totalement sûr, on en reparlera après. Alors pourquoi cet épisode est aussi apprécié, vous allez me dire? Et bah déjà parce qu'on a du cric, mais surtout parce que c'est un très bon épisode. Oui, ça aide. L'intrigue tient bien debout, c'est politique sans être trop rébarbatif, et on a aussi du bon développement de personnages où la relation Twig-Craig va encore plus être développée pour nous permettre de comprendre comment le couple arrive à tenir avec deux caractères si diamétralement opposés. À ce moment de la saison, on pensait pas encore que Gary Trump serait aussi présent, donc son petit cameo faisait bien plaisir à voir. Cartman est de retour avec Heidi, ce qui nous offre d'assez bons moments, certaines scènes claquent carrément, comme par exemple celle en mode sécurité routière, et le point que vous attendiez tous, celui qui pose cet épisode directement dans les meilleurs de la série, c'est la musique. On a plusieurs numéros musicaux avec Eric We Don't Want You to Die et le final de l'épisode qui a justement donné le titre, Put It Down, dans lequel on a aussi Cartman qui se ramène pour continuer sa chanson précédemment commencée. Enfin bref, un épisode qui restera dans les annales, surtout que Kenny meurt, ce qui fait du bien à mon petit cœur de fanboy. Épisode 3, Holiday Special. Ah, dans la longue liste des épisodes de Randy, permettez-moi d'en rajouter encore un. Cet épisode était assez spécial dans le sens où il était consacré à une fête assez rarement représentée, puisqu'au final ce n'est qu'un jour férié. Pas un épisode de Noël, pas encore un épisode d'Halloween, mais bien sûr un épisode sur le Columbus Day. Et du coup j'en pense que c'était un bon moment de Randy. C'est pas non plus un de ses meilleurs moments, mais tout ce qui fait que j'adore le personnage était là. C'est-à-dire son comportement beaucoup trop exagéré en fait, sa façon d'être constamment dans l'abus total. Entre sa fixation sur Colon à l'époque, sa parano niveau 9000 et tout ce qu'il est capable de faire pour se faire passer pour une victime jusqu'à chambouler les sentiments d'un pauvre indien, ça m'a plutôt bien fait marrer. Après c'est sûr que si vous aimez pas spécialement Randy, alors déjà je vous plains parce que ces dernières années on en bouffe pas mal, mais c'est pas forcément un épisode que vous avez retenu, quoiqu'il offre quelques répliques à Kenny, ce qui est beaucoup trop rare. Épisode 4, Franchise Prequel. Ah on y est.
Vous vous souvenez quand je disais plutôt que Put It Down se dispute la première place de mes épisodes préférés de la saison? Et bah l'autre, c'est lui. Je m'explique. J'ai passé un très bon moment devant. Il a certes quelques défauts comme on va le voir après, mais comme j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, c'est tout l'univers super-héroïque de la série qui me passionne. Pour ceux qui ne savent pas, les épisodes qui m'ont vraiment rendu accro à South Park, me faisant ainsi devenir la personne que je suis à présent, et bah c'était la trilogie du Coon de la saison 14. J'en parlerai plus longuement le jour où je ferai un top de mes épisodes préférés, ça sert à rien de réclamer, c'est pas pour tout de suite. Mais c'est pour ça que tout ce qui touche au Coon et sa bande me file une hype d'enfer, c'est également pour ça que j'attendais l'Anal du Destin avec une impatience non dissimulée. Bon, je vais essayer de mettre de côté mon amour pour cet univers, pourquoi malgré tout je le prends comme un très bon épisode. Déjà il surfait sur la hype du jeu, ce qui avait déjà bien marché pour le bâton de la vérité, mais il nous replonge aussi très facilement dans le jeu des enfants, d'une façon quasi hermétique à tout élément extérieur qui permettrait de dater de quelle saison il vient. Sauf évidemment l'apparition aussi furtive qu'amusante et inutile d'Heidi, mais à part ça l'épisode aurait pu se passer n'importe quand. Enfin après la saison 14 quoi. On a l'apparition des nouveaux personnages super héroïques comme Super Craig ou Fastpass, qui est pour moi le héros de l'épisode, alors que Mysterion est juste invisible. Putain, Kenny est tellement absent ces derniers temps, c'en est déprimant. Le professeur Chaos et toute sa société de crime organisé étaient quand même bien sympas, et on en arrive à l'agaçant Mark Zuckerberg que j'ai bien aimé, déjà pour l'aspect d'actualité parce qu'on était en plein dans les polémiques de Facebook, la façon de le battre qui était aussi cool, mais par contre je veux bien que son personnage était basé sur la version Facebook Live de Zuckerberg, mais j'ai pas entièrement compris pourquoi le faire apparaître d'une manière si étrange, comme un robot. J'ai bien sûr quelques explications, mais c'est pas clair, et je pense que pour qu'une chose marche, il faut qu'elle soit compréhensible pour la plupart, sans avoir forcément un certain bagage au préalable. Mais à part ça, le plan de franchise, la naissance de Jimmy ou encore le président Poutine qui se fait punir, tout ça me laisse un très bon souvenir de cet épisode, ce qui prouve qu'il fait un peu plus que son simple taf de pub pour le jeu. Épisode 5, Hummels and Heroin. Je suis content de faire cette review globale. Alors déjà parce que j'ai des choses à dire, mais aussi parce que je peux me permettre de revenir sur certaines choses, notamment ce 5ème épisode. Dans ma review flash, j'ai pas été tendre avec cet épisode, c'est même sûrement celui sur lequel j'ai le plus craché. Mais maintenant que j'ai du recul, que j'ai pu le revoir quelques fois depuis, et bah je me dis qu'il est pas si mal. Alors c'est toujours pas un de mes préférés, mais je le trouve maintenant bien plus divertissant que ce que j'avais l'air de dire à sa sortie. C'est pas non plus un des plus mémorables, il a pas grand chose à voir avec le reste de la saison par exemple, cependant il est pas si mal. Bon du coup Maniaco on a compris où tu voulais en venir, mais maintenant explique, pourquoi ce changement d'avis? Alors déjà j'aimerais dire qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais comme pour 9/10 des épisodes j'ai pas changé d'avis, bah du coup je vais éviter de le dire. Oups. Donc pour commencer dans ma review je disais que le plus gros point fort de l'épisode c'était les ambiances, en particulier les musiques et l'effort qui est mis dans le parallèle entre prison et hospice, et je trouve toujours que c'est ce qui est le mieux réussi. Franchement, They Got Me Locked Up in Here est un vrai bijou et le reste est également plutôt bon. Après on a les personnages, le grand-père de Stan, j'en parle même pas, fidèle à lui-même, un de mes préférés de la série, mais à côté on a Miss McGillicuddy qui même pour une antagoniste est réellement insupportable, surtout avec ses pets de personnes âgées, donc ses apparitions sont très désagréables, mais cependant ça rend la scène où elle se fait casser la gueule d'autant plus jouissive, donc je dois au moins le reconnaître. Les enfants sont tantôt osef, tantôt très cool, notamment vers la fin avec leur barbershop quartet. Marcus, le nouveau personnage de l'épisode, est quant à lui, bah comme je l'avais dit à l'époque, il joue très bien son rôle ici, mais j'ai du mal à lui voir une utilité dans le futur. Cet épisode a donc de bons moments et de bonnes idées, mais ça reste pas un des plus grands numéros de la saison, bien que j'en garde quand même un bon souvenir nettement plus positif que lors de mon premier visionnage. Épisode 6, Son the Witches. Encore un épisode que j'apprécie fortement. Le truc bien quand on revient à un format plus sérialisé, c'est qu'il redevient possible de caser des épisodes spéciaux, là où jamais ça aurait pu passer dans la saison 20 par exemple. On a parlé de l'épisode spécial Columbus Day, mais là on passe à une fête bien plus mainstream vu qu'on avait déjà eu 6 épisodes sur le sujet, Halloween. Cet épisode est cool pour plusieurs raisons. Déjà c'est un épisode sur Randy, un bon qui plus est, il a des passages très drôles, il est important pour la relation Hyman, et en plus on y revoit Garrison, ce qui à ce moment-là était surprenant vu qu'on l'avait vu qu'en tweet. Même si par la suite on va le revoir pas mal, ce qui rend ses apparitions pas si incroyables que ça. Et en plus ici c'est Garrison qu'on retrouve, et pas le président. J'en parlerai plus en détail plus tard, mais ici on ne parle en aucun cas de Trump. Il y a juste le satellite qui est là pour nous rappeler que faut pas faire chier Garrison maintenant. La critique de fond sur l'affaire Weinstein était assez fine pour ne pas être trop redondante. Cartman passe un cap dans la fils de puterie en essayant de faire tuer Heidi, et les scènes étaient vraiment très agréables à regarder. Épisode 7, Doubling Down. En parlant de scènes agréables à regarder, cet épisode possède ma préférée de la saison. Si l'épisode dernier était important pour Cartman et Heidi, celui-là est vraiment la clé. L'épisode de transformation pour Heidi, mais pas uniquement. C'est un épisode qui mise plus sur du développement de personnages plutôt que sur une histoire incroyable, et c'est peut-être pour ça que je me laisse un peu moins emporter par cet épisode. Bon, ça reste un épisode que j'aime voir. En même temps, en ce qui concerne South Park, j'aime beaucoup de choses, mais c'est juste que je suis pas satisfait de l'entièreté de l'épisode. Sur celui-là, on a deux parties. Donc d'abord le triangle amoureux que je qualifierais de Cayman? Ouais, non, ça prête à confusion. Enfin bref, on a la situation entre Kyle, Cartman et Heidi qui est assez bien amenée, parce que quand même à ce moment, fallait bien faire avancer l'intrigue de la saison. D'un côté, Cartman fait son enflure en se moquant allègrement d'Heidi tout en mettant la faute sur sa mère et la nourriture, parce qu'encore une fois, c'est toujours plus simple d'être la victime. D'un autre côté, on a Kyle qui commence par s'attacher, et de l'autre, on a Heidi qui n'est absolument pas aidée par ses amis et qui se pose des questions, allant jusqu'à mettre en évidence ses fragilités qu'une certaine personne ne va pas rater à exploiter. Et puis surtout la scène du cauchemar de Cartman qui est tellement bien mise en scène avec pas mal de références à d'autres œuvres plus ou moins connues, et puis visuellement c'est parfait. Après l'épisode est composé d'une autre partie,
à savoir celle avec Garrison. Je suis moins fan de celle-là parce que ça va pas très loin, déjà ça rend moins marquante ses autres apparitions, mais c'est surtout que c'est juste pour dire que Trump sait pas vraiment où il va, c'est pas très original et pas spécialement drôle non plus. Et même un caméo des Member Berries peut pas me faire changer d'avis. Bon si j'avoue, ça c'était cool, mais ça m'a surtout rappelé que leur intrigue n'a pas eu le droit à une conclusion. Et ça fait mal. Épisode 8, Moss Piglets. Comme le précédent, c'est un épisode qui a de bons points malgré certains défauts. Mais bon, je me fous de ce que vous en pensez, c'est un très bon épisode, parce que dans celui-ci on apprend que Mimsy s'appelle Mimela. C'est tout. Épisode 9, non, c'est ok, c'est bon, je vais un peu plus expliquer. J'aime beaucoup les épisodes de Nathan et Mimsy, notamment parce que c'est des parodies de persos de cartoon, et puis, bah, j'aime bien les cartoons. Surtout que la dernière apparition de Nathan s'était faite sans Mimsy, donc je craignais de ne plus revoir mon homme de main préféré. Après Glacie. Du coup, en voyant leur plan débile, leur objectif plus que douteux et le retour des bruitages de cartoon, bah là j'étais aux anges. Mais c'était jusqu'à ce que cet événement arrive. Mais avant d'en parler, abordons ce qui est le plus important, l'évolution d'Heidi et sa place dans l'épisode comme vrai personnage principal. Il y a une vraie volonté de nous montrer que c'est devenu une réplique quasi parfaite de Cartman, alors même jusqu'à nous mettre une scène à l'arrêt de bus. Et ok, j'avoue, j'ai eu des frissons quand j'ai vu ça. D'accord, c'est vrai. C'est quand même très drôle de voir comment ça a évolué, avec maintenant Heidi qui roule les yeux quand Eric vient lui parler. Il a vraiment transformé Heidi en copine agressive, ce qu'il ne faisait que faire croire jusque-là. Mention spéciale à leur confrontation où Eric comprend vraiment ce qu'il a créé, et avoue même à la fin vouloir le retour de l'ancienne Heidi, ce qui ne sera pas si simple. Mais ce qui fragilise cet épisode, ce qui place les handicapés au second plan dans la deuxième partie de l'épisode, la putain de NFL. Je sais pas si c'est parce que je suis pas américain, ou alors si c'est parce que j'en ai strictement rien à battre du football américain, et du sport en général, c'est vrai, mais putain, quand la série en parle, je décroche vraiment. Ça passe dans Sarcastaball parce qu'il y a Randy, je passe dans Va te faire financer parce que les enfants font le taf, mais là Jerry Jones empêche l'épisode d'atteindre le stade de très bon épisode. Après qu'on apprenne l'identité des hommes en noir, adieu Nathan, et bonjour à des blagues allant de Osef à bon ok je te donne soufflement de nez sur 20. En bref, j'espère que South Park va arrêter un peu avec la NFL parce que c'est jamais hilarant et on s'en tape quand même pas mal, par exemple saison 16, 18, 20, 21. Épisode 9, Super Hard Pisciness. Là on arrive vraiment dans le climax de la saison. Un épisode que j'ai vraiment bien aimé parce qu'il a un mélange assez bien dosé d'approfondissement de personnages, de nouveaux éléments importants pour le futur et toujours une dose d'humour, sinon c'est pas South Park. On a un retour aussi agréable qu'étonnant de Terrence et Philippe, mais sous forme de vieux, mais c'est surtout pour mettre en avant le vrai protagoniste de l'épisode, Kyle. Il grandit lui aussi à son tour, devenant un parallèle assez évident avec sa mère dans South Park le film. La relation Hyman semble être de plus en plus malsaine alors qu'ils combattent en plein milieu de l'école. D'ailleurs j'aimerais rappeler que lors de leur combat, le groupe de filles encourage Cartman alors que les garçons sont plus pour Heidi. On dirait que ce qui les relie plus que tout, c'est leur haine envers Kyle, et justement à force de critiques et ne recevant aucun soutien extérieur, il va péter un plomb sur un fond de Michael Jackson, ce qui m'a fait plaisir à entendre. MJ, hein, pas Kyle qui pète un plomb. De son côté, le principal PC accueille une vice-principale en la personne de Strong Woman, mais il va en tomber amoureux, ce que vous vous en doutez, va laisser des marques. Kyle, dans son ultime acte de folie, convainc le président d'agir, il rejette la faute sur le Canada, même s'il finit quand même par avouer que sa vraie motivation reste la transformation d'Heidi, mais c'est trop tard, l'épisode se termine dans un très beau montage entre le principal et sa collègue qui acceptent leurs sentiments, et aussi le Canada qui se fait bombarder par Garrison sous un fond de Howdy and the Blowfish. Bref, un épisode très important, et on aura l'occasion après de parler des points spécifiques qu'il a apportés. Et enfin, épisode 10, Splatty Tomato. Le premier épisode d'une saison est toujours compliqué, le dernier encore plus. Mais j'aime beaucoup cet épisode. Bon, déjà un point qui n'est pas ultra important dans l'épisode, mais qui risque de l'être pour la suite, la relation PC Principal Strong Woman mise en évidence aux yeux de tous. Dans l'épisode, ça aborde le sujet pour faire un peu de blague, puis ensuite pour être révélé à toute la ville. C'est donc pas le sujet principal de l'épisode, mais cette relation entre collègues risque de se prolonger dans la saison 22. Cet épisode est plus divertissant qu'autre chose. Le président qui parodie à la fois ça et Stranger Things était assez sympa, et je dis bien le président parce qu'à aucun moment il ne nommait Garrison, c'est Trump qui est présenté ici. On a aussi la famille White, et notamment le père, Bob, qui doit être mon nouveau personnage préféré de la saison. En même temps, les autres c'est Marcus, Miss McGillicuddy, Peter Galtman ou Chuck Dawkins. Ouais. La morale finale, comme quoi la balle est dans le camp des partisans blancs de Trump pour la suite de la présidence, était assez obvious. Et pour ce qui est de conclure la saison, ça le fait bien pour un point, mais en revanche, les conséquences du bombardement canadien étaient vraiment survolées, donc j'espère que ce sera abordé dans la suite. Mais après, l'épisode était assez dense, donc je pense pas qu'il aurait eu le temps de beaucoup s'attarder sur la partie Canada. En attendant, wait and see. Par contre, quand je dis qu'un point se conclut bien, c'est le cœur de la saison, à savoir le couple de Cartman et Heidi. On voyage parmi les lieux qui ont été importants dans cette relation, et c'est ce qu'il a fallu à Heidi pour se rendre compte du véritable fautif. Pas ses copines, même pas Cartman, enfin dans une certaine mesure, mais surtout elle-même et sa volonté de se sentir la victime. Je sais pas si on y reviendra dans le futur parce que j'ai l'impression que tout est dit, n'empêche qu'elle retourne du côté des filles, ce qui est clair grâce à la mise en scène de la scène finale. Je retiens aussi que même s'il continue à se moquer de Kyle dans l'épisode 9, Cartman vient quand même l'aider quand c'est important, ici pour retrouver son frère. Mais ce qui me fait aimer encore plus cet épisode, c'est pas les musiques, même si elles sont très cool, mais c'est bel et bien Ike putain. Il est tellement cool, tellement
putain, mais regardez-moi ça, c'est juste parfait. Alors, ça fait beaucoup de blabla pour que je sois même pas encore rentré dans les détails, donc il est grand temps de commencer. Du coup, cette saison fait suite à la 20ème qui a causé un gros bordel et qui nous avait laissé avec 3 choses. Tout d'abord, la relation entre Cartman et Heidi qui a donc continué ici. Ensuite, des intrigues pas finies et les terminer semble pas être une priorité, voire même pas du tout prévu. Et enfin, cette saison nous avait également laissé avec une question, qu'en est-il de la sérialisation? Dans la saison 20, une intrigue entière sur 10 épisodes, ça avait pas trop marché pour les fans. Faut dire que quand on a une vague trame de fond qui peut se retrouver chamboulée par, je sais pas moi, un président inattendu, bah du coup toute la cohérence tombe à l'eau, et ça montre surtout que la recette épisode fait en une semaine est plus adaptée à des épisodes semi-standalone qu'à une continuité sur 10 épisodes. Et c'est pour ça que comme l'annonçait le titre de l'épisode 10, The End of Serialization as We Know It, on est revenu cette année à une saison plus similaire à la 18 ou à la 19 qu'à la 20, c'est-à-dire des épisodes qui sont compréhensibles individuellement, mais tout en gardant une trame de fond. Ici, le Heyman et la victimisation. Vu qu'il reste pas mal de choses à aborder, on va essayer d'être méthodique. Commençons d'abord par aborder l'évolution du couple de Cartman et Heidi. Donc, ce couple a symboliquement commencé dans la saison 20 lorsque Heidi quitte les réseaux sociaux en envoyant son téléphone au-dessus du pont. C'est ce qui l'a fait se mettre à l'écart des autres, poussé par les nombreux trolls dont elle et sa mère étaient victimes. Deuxième événement important dans la naissance du couple, c'est cette fois quand Cartman se fait mettre à l'écart des autres en se voyant détruire ses appareils, encore une fois à cause des soupçons sur le troll Skanken42. Ensuite ils vont donc se trouver et commencer leur relation, mais à part le choc du début de oh putain Cartman a une copine, bah on en est arrivé à ce qui a été je trouve les plus gros points faibles de la saison. Bon ok, sans compter la fin. Ce que je veux dire, c'est que dans la plupart des épisodes, on avait de bonnes idées, mais entre deux, on avait ce couple qui n'avançait pas vraiment et se contentait de ressasser « les femmes sont drôles et intelligentes, faut l'accepter », ce qui devenait franchement lourd à la longue. Mais alors, est-ce que ce point faible de la saison 20 l'est aussi dans la 21 ? Eh bien non, c'est même pour moi le contraire, un point fort, vu que là où l'année dernière on voyait qu'une image biaisée d'un joli petit couple jusqu'à la quasi-fin, ici on montre les côtés les plus sombres et abusifs de la relation, ce qui offre de bien meilleures blagues, scènes et épisodes. Le Cartman à ses casse-couilles de la saison dernière vous faisait chier, pas de problème, l'ancien est de retour et ça c'est cool. Par exemple, jamais on aurait pu voir un épisode avec le Kun pendant la saison 20, vu l'état d'esprit de ce dernier à ce moment. Ça et puis la continuité, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Au lieu de continuer à montrer comme sa copine est géniale, dans cette saison il commence à voir les choses d'une toute autre façon, et ce suite à la fin de la saison dernière. Au contraire, il commence à montrer aux autres que c'est Heidi qui est nocive dans la relation et que c'est lui qui doit être vu comme la victime. Mais en réalité, quand Heidi essaye de lui parler, il roule les yeux sans même l'écouter, ce qui n'aboutit évidemment à rien de bon. On nous montre donc ici une relation abusive à l'extrême, tellement qu'Eric essaye de la faire tuer parce qu'il était en retard à sa fête. On pourrait même se demander ce qui les garde ensemble. La réponse est simple, le chantage à la mort et le fait de se complaire dans son rôle de victime qui en découle. Entre autres, parce que ça évolue quand même au fur et à mesure de la saison. Cartman, qu'on connaît comme étant le manipulateur ultime, finit même par la changer, ce qui dépasse toutes ses espérances. Mais heureusement pour lui et pour nous, Heidi va finalement comprendre le problème. Pour qu'elle s'en rende compte, ça s'est pas fait tout seul, il a d'abord fallu passer par différents endroits importants pour le couple, et qu'elle comprenne que Cartman a tenté de la tuer, puis c'est au moment de sa confrontation avec lui qu'elle saisit qu'il faut arrêter de mettre la faute sur les autres, et d'accepter sa responsabilité, et même les chantages au suicide d'Eric n'y changeront rien. C'était selon moi la seule bonne façon que ça se termine. Cartman n'aurait jamais mis fin à cette relation de lui-même. C'était obligé que ce soit le boulot d'Heidi, qu'elle comprenne enfin la situation dans laquelle elle était et qu'elle se rebelle vraiment contre celui qui a rendu cette relation abusive en premier lieu. Autre chose que la saison 20 avait apporté mais qui est pour l'instant classée dans les intrigues non résolues, la guerre entre filles et garçons à l'école. Certes, ce qui était à l'origine du conflit, à savoir le meilleur troll du Colorado, n'est plus, en tout cas plus en action à ce qu'on sache, mais ce conflit est plus profond que ça, et il n'est bel et bien pas terminé comme on peut le voir quand Kyle débarque en terrain hostile dans l'épisode 7. Ça aussi, ça reste un sujet qu'il faudra traiter dans la saison 22, parce que j'imagine que cette situation ne va pas rester comme ça jusqu'à la fin de la série. Ce qui peut aussi être intéressant à voir quand on critique une saison dans son ensemble, c'est qu'est-ce qu'elle a apporté. Pas forcément sur les épisodes en tant que tels. Par exemple, ça nous a apporté un des meilleurs moments musicaux de la série, mais c'est pas de ça que je parle, plus des événements en eux-mêmes. Dans la saison 20, on s'en est sorti avec une énième remise à zéro, littéralement. Je veux dire, à part Garrison président et Cartman en couple, on n'a eu aucun changement dans l'histoire. Mais du coup là, est-ce que ça a été plus riche? Qu'est-ce qu'il y a de plus à la fin de la saison comparé au début? Et bah pas mal de choses n'empêche. Déjà, Cartman n'est plus en couple, pour ça l'épisode 10 se coupe assez brusquement, mais Heidi ne va clairement pas retourner avec lui, ce qui fait donc que cette intrigue est bel et bien conclue. Sinon le plus évident, le Canada s'est fait bombarder par le président. Je pense, ou du moins j'espère, que ça va pas juste se finir comme ça et il risque d'y avoir des répercussions dans le futur, parce que c'est pas rien là. On a vraiment atteint un point de non-retour. Ensuite, certains nouveaux personnages sont apparus, mais le seul qui est à mon sens réellement important reste Strong Woman, qui sur les 2 épisodes où elle est apparue, a eu un début de développement avec le principal PC, et c'est quasi obligatoire que la saison 2 commencera par là, vu que depuis Splatey Tomato, tout le monde est au courant de ce qui se trame entre les deux collègues. Après, il faut pas oublier que Mr. Mackey et Misconduct évoluent probablement de la même façon, même si on n'en a pas entendu parler depuis l'épisode 9. Bon bah ça laisse au moins un minimum de changement, et donc également quelques pistes pour l'avenir. C'est donc maintenant à moi de faire mes théories.
Mais plus tard, d'abord on va parler des personnages en commençant par Randy. Alors dans cette saison, Randy est fidèle à lui-même en fait, c'est-à-dire mis en avant, con, et drôle aussi, mais rien de spécialement surprenant. Il a de très bons moments, d'autres un peu moins, enfin c'est ce qu'on pouvait attendre de lui quoi. Tuki et Craig sont quant à eux bien développés le temps d'un épisode. On les revoit en fond de temps en temps, mais rien d'incroyable. C'est donc leur deuxième vrai grand moment à deux depuis l'épisode où ils se sont mis ensemble. Dans la saison 20, on a eu une micro-scène pour nous rappeler qu'ils sont toujours ensemble, mais c'est rien par rapport à Put It Down où on les voit évoluer. Notamment Craig qui finit par comprendre que tout ne peut pas être réglé en restant toujours rationnel. Ils renforcent leur relation suite à ces événements, comme c'est très clair en comparant le tweak de la première à celui de la dernière scène. Maintenant parlons un peu de Kyle. Kyle a eu un changement drastique au niveau de l'épisode 9, qui pour être exact a vraiment démarré dans les 2 épisodes d'avant. Dans le 7 où il se rend compte qu'il éprouve de l'affection pour Heidi, et dans le 8 où il se rend compte que cette personne qu'il avait commencé à aimer s'était transformée en une chose beaucoup plus vicieuse. C'est à plus le fait que personne ne semble le soutenir alors qu'il est victime de plus en plus de moqueries venant des 2 Cartman, et ses origines du côté de sa mère qu'on connaît bien. Et tout ça mélangé, ça crée un être instable qui est sans le vouloir la cause de la deuxième guerre américano-canadienne. Même s'il regrette amèrement ce qu'il a causé sans le vouloir, c'est pas quelque chose qui va s'effacer d'un claquement de doigts. Il y a bien un moment où il devra réellement se confronter à son frère, qui en plus est plus badass que jamais, donc j'aimerais pas être à la place de Kyle. Comme personnage qu'on voit, on a aussi Marvin Marsh qui continue d'embrouiller les fans au sujet de l'endroit où il habite, vu que dans Cash for Gold on apprend qu'il est en maison de retraite, mais ça ne l'empêche pas d'être souvent présent à la table des marches, notamment pendant les dîners. Vu que maintenant c'est lui le boss de la maison de retraite, on n'a qu'à dire que c'est son habitation définitive, et que de temps en temps il retourne chez son fils, même si ça semble pas être le genre de Randy qui préfère le laisser pourrir à la maison de retraite. Mais bref, passons. Le principal est maintenant amoureux d'une de ses collègues, voilà, à part ça c'est toujours le même. Et par contre Garrison est toujours présent malgré les récents événements de la saison 20. Il est parfois clairement représenté en tant que lui-même, mais la plupart du temps on le voit surtout comme le président, ce qui est évident dans Put It Down ou Splatty Tomato où son nom n'est pas mentionné autrement que le président. D'ailleurs dans ces cas-là, rien ne nous attache au personnage que Garrison était à la base, c'est juste un gros con raciste président, mais à part dans Son of the Witches où il revient avec son groupe de potes de la ville, sinon c'est compliqué de vraiment retrouver du Garrison d'avant. Voilà, c'est tout au niveau de ce que j'ai à dire sur les persos, je crois bien. Ah non, il en reste un. Mais bon, faut pas me blâmer de l'oublier parce que la série elle-même l'oublie. Vous vous souvenez de Kenny? Alors Kenny c'est vraiment n'importe quoi plus les saisons avancent. Vous vous souvenez de la dernière fois où Kenny a vraiment eu un rôle? Bon, ça doit dater de la saison 19, mais c'est pas normal. Kenny c'est censé être un des 4 personnages principaux, dont ce perso ne se résume pas juste à un gag, en tout cas plus maintenant. Enfin après ils ont fait un effort, Kenny meurt dans Put It Down, ce qui était pas arrivé depuis longtemps. J'avoue que ça m'avait fait plaisir, mais dans la saison suivante faudrait vraiment lui donner un rôle. Là même Ike ou Nathan sont plus importants que lui. Et puis quand on le laisse briller, ça donne de très bons épisodes, comme par exemple Planète Gronibar qui est excellent. Et le pire avec Kenny, c'est qu'il était encore important entre guillemets quand il était en Mystérion. Mais là même plus. Toute la com de l'Anneau du Destin s'est faite à base de Coon, de Mystérion et d'un peu de Professeur Chaos. Mais là dans Franchise Prequel, que j'aime beaucoup je le rappelle, il a genre quoi, 1 ou 2 répliques. Même Super Craig a un plus gros rôle. Enfin j'espère qu'ils vont remédier à ça parce que je suis pas le seul à le penser. Dans cette saison comme dans les autres, on a aussi de nouveaux personnages. Et devinez quoi? Il est temps d'en parler. Alors c'est clairement pas tout le temps facile de ramener de nouveaux individus, surtout dans une série qui en a déjà autant. Par exemple Marcus, il est cool le temps d'un épisode bien spécifique, mais sinon pour ce qui est de potentielles utilisations futures, là j'ai pas d'idée. Monsieur White lui pourrait en avoir plus, déjà parce que c'est le père d'un enfant présent depuis le début, en la personne de Jason, mais aussi dans le contexte de la présidence de Trump, pour laquelle il a réellement été créé. Les Galtman on les reverra probablement plus jamais, et à vrai dire je m'en fous. L'Indien Bill Yellowhawk probablement jamais non plus, même si un caméo serait sympa. Miss McGilly que dit non plus, enfin à vrai dire dans les nouveaux personnages, on a rarement de gros persos qui risquent de réapparaître ou d'avoir une importance au moins minime dans un événement. Par exemple dans la saison 20 d'Île de Choisine était sympa mais on le reverra sûrement jamais. Dans la saison 19 on avait le principal, je veux dire on n'a pas un perso aussi important que le PC Principal l'était à l'époque. Enfin, quoique. Bon, Strong Woman serait pas aussi importante que PC Principal, ou en tout cas je pense pas. Mais elle risque d'avoir un rôle et de réapparaître. Parce que si on apprend qu'elle s'est juste fait virer et qu'on en reparlera plus jamais, ouais là ce serait décevant. Enfin bref, on pourra vraiment voir quel nouveau perso survivra avec les années, mais du coup posons déjà la question de ce qui pourrait potentiellement arriver cette année. Les seules pistes que j'ai pour le moment, c'est le bordel dans lequel s'est retrouvé PC et les répercussions de la fameuse seconde guerre américano-canadienne. On reparlera de Strong Woman et du principal, ça c'est à peu près sûr, faut voir où ça va mener et tout dépendra justement de ça. S'ils se séparent, si tout va continuer, ou si le principal est viré à cause de ça, qui pourrait pour le coup être intéressant et amener potentiellement certains éléments qui pourraient faire avancer les choses si bien utilisés. Et ensuite il faut absolument que l'histoire du Canada soit abordée, c'est capital. Je suis quasiment sûr qu'on va nous balancer du Garrison à gogo, mais quand on décide de mettre un bombardement nucléaire dans l'histoire, il faut que les conséquences soient vraiment là.
parce que c'est pas rien. Je leur en veux pas de pas avoir pu l'aborder en un épisode qui en plus devait conclure la saison, mais par contre si on n'en parle pas du tout dans les prochains épisodes, ça va rager sévère. Aussi peut-être qu'au premier épisode on verra Heidi, mais j'en suis pas si sûr, je veux dire, pour moi tout est dit, mais ça peut être sympa pour confirmer qu'elle a bien repris son poids pré-Cartman comme je le pense. Ah, et on a toujours cette fameuse trame de fond de la guerre des sexes à l'école, et je sais pas si ce sera pour tout de suite, parce qu'ils ont pas l'air de beaucoup s'y intéresser. Si je poussais mon appréhension au maximum, je pourrais même proposer cette grille de bingo. Reste plus qu'à voir si elle se remplira aussi vite que je le pense. Alors c'est bien sympa de parler du futur, mais j'ai pas encore tout dit en ce qui concerne cette saison 21. Déjà la saison reste polyvalente vu qu'elle propose des épisodes bien politiques à côté de certains qui le sont beaucoup moins, voire très peu, avec surtout de l'humour comme par exemple Holiday Special. Comme tour de force, on a par exemple le fait que la première et unique apparition de Kim Jong-un se fait dans un épisode pas aussi politique que certains autres, comme quoi Put It Down est vraiment bien dosé. D'après les interviews qui précédaient la saison, Parker Stone avait dit qu'ils allaient arrêter de parler de Trump, après tout ce qui avait été fait dans la saison 20, mais faut croire qu'ils ont pas pu résister. C'est ce que je symbolisais dans ma review sur l'épisode 2 en parlant de la scène de la grande roue, où Craig fait en sorte que Twig passe un bon moment sans penser à tout ce qui est dit aux infos, mais malheureusement la politique finit toujours par les rattraper. On peut lire cette scène où Twig représenterait les scénaristes qui essayent de rester tranquilles et de trouver des idées fun, mais malheureusement les tweets du président américain et toutes ces conneries les font revenir à la réalité. À ce moment-là ça allait encore vu que Trump était juste montré sous forme de tweet, mais c'est dans la deuxième moitié de la saison que tout va se multiplier. Sans oublier que maintenant s'ils veulent utiliser Garrison, il va falloir prendre en compte le fait qu'il est maintenant président, ce qui est par exemple bien fait dans Sons of Witches. Et puis la fin ouverte me fait penser que eux aussi veulent que Garrison revienne. À la base ils pensaient pas qu'il allait être élu, ça avait commencé comme une blague, mais maintenant ils ne peuvent plus revenir en arrière. S'ils veulent le faire revenir, ils vont donc devoir trouver un moyen de le virer, ce qui aurait pu être entamé avec Splady Tomato, mais qui ne peut pas être fait sans casser le parallèle entre la série et la réalité. Peut-être qu'ils ont perdu Garrison, mais ils ont en même temps aussi gagné un personnage, en la personne du président, qui est facilement caricatural. Mais bon après faut juste pas trop en abuser. Et puis bon, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que la saison a été repoussée puisqu'à la base elle aurait dû être diffusée en août. Et les épisodes étant faits en 6 jours, si le premier épisode n'avait pas été décalé, on se serait retrouvé avec une saison totalement différente. Pas forcément dans les grandes lignes, mais énormément de choses auraient été changées. Donc comme on ne peut pas savoir ce qu'aurait donné la saison 20 si Clinton avait gagné, on ne saura jamais ce qu'aurait été la saison 21 avec une diffusion un mois plus tôt. Alors pour ne pas changer, la saison a fait 10 épisodes, ce qui a comme d'habitude fait réagir les gens sur Twitter qui espèrent encore voir un jour arriver une saison de plus d'épisodes. Mais personnellement j'ai abandonné. Enfin abandonner est un grand mot, le format 10 épisodes ne me dérange pas tant que ça, c'est mieux de faire 10 bons épisodes que 20 moyens. Après, c'est en disant ça que je me rends compte que ce serait finalement pas si mal, parce que la saison 20 aurait eu plus de temps pour terminer ses intrigues, et on n'aurait pas eu cet effet de gros rush sur la fin. Pour ce qui est de cette saison, je pense pas qu'il y aurait eu besoin de plus. Enfin ça, c'est si bien sûr tout ce qui avait été entamé comme le bombardement sur le Canada est bel et bien abordé dans le futur. Si c'est pour ne jamais terminer une intrigue, là oui, quelques épisodes de plus ne seraient pas de trop. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça sert à rien de venir chouiner juste avant la sortie de l'épisode 10, parce que la chaîne commande un certain nombre d'épisodes qu'on connaît au plus tard au début de la diffusion de la saison. Donc c'est pas à la dernière minute que Comedy Central va lire les tweets et se dire « Ah ouais, ils ont raison, on va un peu rallonger la saison ». En revanche, même si la saison n'a pas forcément tenu ses promesses en termes de on va pas parler de Trump, ce qui est sûr c'est que dans une moindre mesure on a eu un retour aux sources comme ce qui avait été teasé. Bon, ça reste très différent du South Park des premières saisons, et d'ailleurs je pense que ça reviendra jamais comme avant. Mais on sent l'effort. Là en effet on se concentre beaucoup plus sur les enfants, enfin pas sur tous, mais vous m'avez compris. On a de nouveau des épisodes spéciaux, et même pas mal. Si je compte bien, on a dans l'ordre un épisode sur les rednecks, un sur du Creek, un Columbus Day, sur le Coon, sur les vieux, sur Halloween, Nathan et Mimsy. Enfin bref, on peut revoir pas mal de personnages, et ça c'est cool, sans oublier les épisodes spéciaux sur des fêtes dont on a déjà parlé, mais ils composent quand même 20% de la saison. Cette année, le fil conducteur était donc la relation amoureuse de Cartman, mais pas que. Les scénaristes ont décidé de mettre en avant un sujet bien plus original, ce que j'appellerais l'auto-victimisation. C'est surtout visible à la fin dans l'épisode 10 quand Heidi a sa révélation comme quoi le problème c'est le fait de se complaire en tant que victime, mais c'était déjà annoncé depuis le début, que ce soit Cartman dans l'épisode 1 ou même dans l'épisode 2 avec son histoire de suicide, Randy est le principe même de DNA Enemy dans Holiday Special, et même Kyle dans Super Hard Piece in S. Et Heidi montre justement qu'il faut sortir de cette spirale infernale, ce qu'elle finit par enfin faire. En gros, ce sujet a réussi à être assez subtil et différent selon les épisodes pour ne pas être trop redondant, en tout cas c'est ce que je pense. Pour terminer, je vais parler de la forme et de 2 points que j'ai particulièrement appréciés. Déjà, la bande son. Alors oui, certaines musiques des épisodes sont géniales, enfin elles sont cool, avec en tête Put It Down et les raps de Hummels and Heroin, mais pas seulement. Les musiques d'ambiance sont super aussi, et quand on a beaucoup joué à South Park Phone Destroyer comme moi, on reconnaît pas mal d'OST du jeu, qui sont vraiment bien utilisés dans cette saison, comme par exemple le thème de Cartman Sheriff lorsque Eric vient se confronter à Kyle dans les couloirs, c'était vraiment parfait. Ou encore le générique d'Halloween qui avait une très belle musique, en plus d'être joli graphiquement et de nous montrer un sacré nombre de références. Et l'autre chose qui ne cesse de s'améliorer d'année en année, c'est le visuel. Certes ça reste South Park,
mais c'est beau putain, ici plus que jamais. Que ce soit la scène du cauchemar de Cartman, la scène de rupture de l'épisode 1, ou encore celle que je préfère, le tout premier accident dans Put It Down. Tous ces angles de caméra, ces effets de mouvement, ces lumières, c'est pas dans les premières saisons qu'on aurait vu ça. Alors finalement, quel est le bilan que je peux dresser de cette saison? Et bah c'était vraiment cool. Au niveau visuel, rien à dire, et au niveau du fond, on tombait de temps en temps dans certains travers de la série, comme des épisodes inégaux ou de la politique trop présente, mais ça c'est le cas pour toutes les saisons. Ce qui est sûr, c'est que c'est mieux que la saison 20, personne peut dire le contraire, et c'est cool qu'ils aient décidé de revenir à une sérialisation plus typée saison 18. On a revu pas mal de persos, et on a eu de très bons moments, de très bonnes chansons, et même pour quelqu'un qui n'aime absolument pas les histoires d'amour, j'ai beaucoup aimé cette saison parce que ça tombait jamais dans le cliché, et j'ai vraiment préféré voir la tournure malsaine que prenait le Highman plutôt que la version bof-bof de la saison d'avant. Certaines pistes sont encore ouvertes pour la saison 22, des pistes qui je l'espère seront exploitées, et même si cette saison se concentrait quand même pas mal sur ce qui se passe en dehors du Colorado, j'aimerais vraiment que dans la suite on se reconcentre encore plus sur la ville et les personnages principaux, tout en gardant un fond de politique et d'humour, sinon ce serait pas South Park. Voilà, cette vidéo est enfin finie, merci de l'avoir vue jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi votre avis sur la review et sur la saison dans les commentaires, n'hésitez pas à partager et à aimer la vidéo, et sur ce je vous retrouve très bientôt, que ce soit sur YouTube, sur Twitter ou sur Discord. Bye tout le monde, salut!